Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse aux relations entretenues entre le général Charles de Gaulle et le dirigeant du Portugal António de Oliveira Salazar, qui constitue un sujet intéressant mais souvent oublié de l'histoire, mais qui continue d'être une étude privilégiée pour comprendre les dynamiques diplomatiques de l'Europe occidentale au milieu du XXe siècle, et plus précisément après la Deuxième Guerre mondiale. À travers l'analyse du contexte historique que nous allons faire ensemble, des enjeux diplomatiques, des interactions politiques et des conséquences pour les deux pays, cela nous permettra de mieux cerner la nature et l'impact des rapports entre la France gaullienne et le Portugal salazariste. Mais alors comment les choix politiques et diplomatiques des deux dirigeants ont-ils influencé les relations bilatérales et l'équilibre européen de l'époque? Vous voulez le savoir? Venez avec moi. Au sorti de la Seconde Guerre mondiale, la France, sous la direction du général Charles de Gaulle, cherche à affirmer son autonomie stratégique et sa place de grande puissance dans un monde bipolaire, dominé par les États-Unis et l'Union soviétique. Parce que oui, nous sommes rentrés de plein pied dans la guerre froide. De Gaulle, revenu au pouvoir en 1958, incarne la volonté de restaurer la souveraineté nationale face aux pressions extérieures et à la décolonisation. De son côté, le Portugal de António de Oliveira Salazar demeure une exception en Europe. Régime autoritaire, conservateur, il préserve son empire colonial, s'isole partiellement des courants démocratiques européens. La longévité du régime salazariste, fondé en 1933, repose sur la stabilité interne, l'absence de contestation majeure, malgré la montée des mouvements anticolonialistes, et surtout une main de fer de Salazar. La France et le Portugal partagent alors des intérêts stratégiques communs, mais leurs régimes politiques divergent profondément, comme vous vous en doutez. Tandis que la France de Gaulle se veut le porte-voix d'une Europe indépendante, le Portugal de Salazar privilégie la préservation de l'ordre établi, la défense de ses intérêts coloniaux, notamment en Afrique, et de ses traditions. Cette divergence de fond influence la nature des contacts et les modalités de coopération entre les deux États. Le général de Gaulle, nous le connaissons pour ses discours contre les forces allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous le connaissons pour sa haute idée de la France, mais aussi pour son combat pour la démocratie. Il ne pouvait logiquement pas avoir de très bonnes relations avec le président du Conseil portugais, António de Oliveira Salazar. Pourtant, ce dernier, qui dirigeait le pays d'une main de fer, était, il faut le dire, un modèle pour l'extrême droite française. En premier lieu, le maréchal Pétain, qui ne s'en cachait d'ailleurs pas. La fameuse nouvelle devise nationale lors du régime de Vichy était directement inspirée de la devise salazariste. Deus, Patria, Familia était devenue la devise française travail, famille, patrie. Dans un État laïque, Pétain s'était abstenu de reprendre le Dieu. Ce Portugal, soumis à l'empreinte nationaliste, était mal connu des Français. Il semble que Salazar dirigeait le pays avec une main de fer, certes, mais dans un gant de velours. Il n'empêche que le général de Gaulle ne pouvait logiquement pas avoir de relation cordiale avec celui qui l'appelait de ses propres mots l'idole de Vichy. Et pourtant, les débuts de Salazar qui ont inspiré la droite et l'extrême droite française n'étaient pas dans leur essence fasciste. Il s'agissait d'un État autoritaire, certes, mais fondé sur le corporativisme. L'État contrôlait la population par le biais des corporations qui remontaient leurs besoins aux plus hautes instances. La population avait en quelque sorte son mot à dire, bien que purement consultatif. C'est cette forme d'autorité qui inspire les Français, qui voyaient là une façon de gouverner bien plus modérée que celle de Franco en Espagne. Salazar était proche des régimes autoritaires et ennemi du monde libre, que ce soit l'Espagne, l'Italie et surtout l'Allemagne, avec qui le pays faisait des affaires. Mais qui ne partageait, semble-t-il pas, et
même sur les idéaux nazis, autoritaires, fascistes et extrémistes. C'est important de le souligner quand même. Mais d'un autre côté, le Portugal était également proche de son allié historique, le Royaume-Uni. C'est cette neutralité nécessaire qui fait fermer les yeux du gouvernement portugais sur les activités des gaullistes au Portugal lors de la guerre. Certains gaullistes et résistants ont pu trouver refuge au Portugal. Il faut le rappeler, les espions partaient tous de Lisbonne également. Rappelons-nous que le pays, le Portugal, est neutre. Il était le point de rendez-vous de tous les espions et de tous les résistants nationaux aux envahisseurs de l'Axe. Donc le Portugal a joué en quelque sorte un rôle dans la Deuxième Guerre mondiale. Salazar jouait ainsi sur les deux tableaux. Il était allié de l'Axe pour des questions économiques. Il était allié des alliés pour la politique. Il reconnaissait la France de Vichy et en même temps fermait les yeux sur la résistance française présente sur son territoire. Une situation pour le moins inconfortable, mais le pragmatisme auquel le Portugais était confronté l'y obligeait. Les enjeux diplomatiques entre la France et le Portugal dans les années 50-60 sont multiples. Pour le général de Gaulle, il s'agit d'élargir le réseau d'alliances françaises tout en évitant une trop grande dépendance vis-à-vis des blocs américains et soviétiques. L'ouverture vers le Portugal répond à une logique d'équilibre et de diversification des partenaires européens, notamment dans le contexte de la construction européenne et de la guerre froide. Côté portugais, Salazar recherche le soutien des puissances occidentales pour légitimer son régime et obtenir des appuis dans la défense de l'empire colonial portugais, particulièrement face aux pressions internationales croissantes concernant la question des colonies africaines. La diplomatie gaullienne, fondée sur le principe de la grandeur et de l'indépendance nationale, se heurte à la position portugaise sur la décolonisation. Si la France, bien qu'elle ait elle-même connu des guerres de décolonisation, adopte une posture plus pragmatique, elle doit composer avec les revendications internationales en faveur de la fin des empires coloniaux. Le Portugal, quant à lui, reste intransigeant sur la question, refusant toute concession sur ses territoires. Cette divergence stratégique provoque des tensions, mais n'empêche pas des rapprochements ponctuels sur des dossiers spécifiques, notamment dans le cadre de l'OTAN, où les deux pays sont membres. Les interactions politiques entre la France du général de Gaulle et le Portugal de Salazar se caractérisent par une alternance de coopération et de tensions. Les rencontres officielles, quoique limitées, témoignent d'une volonté de dialogue entre les deux dirigeants, soucieux de préserver des relations stables dans un contexte européen instable. Des accords bilatéraux sont signés, portant principalement sur les échanges économiques, la coopération militaire, notamment dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Cependant, les relations ne sont pas exemptes de frictions. La France, engagée dans une politique de décolonisation, se montre critique à l'égard de la rigidité lusitanienne sur ses possessions africaines. Par ailleurs, les positions de Gaulle sur l'Europe, fondées sur l'idée d'une Europe des nations, ne rencontrent pas toujours l'assentiment du Portugal, qui craint une remise en cause de l'ordre établi. Malgré ces divergences, la nécessité de maintenir une entente minimale pour des raisons stratégiques conduit les deux pays à privilégier la discrétion et la modération dans leurs échanges publics. Sur le plan intérieur, la coopération franco-portugaise se manifeste par la présence d'une importante communauté lusitanienne en France, favorisée par les accords migratoires et les relations économiques croissantes. Ces dynamiques contribuent à renforcer l'interdépendance entre les deux sociétés au-delà des clivages politiques. Les conséquences de la relation entre le général de Gaulle et Antonio de Oliveira Salazar se font sentir tant sur le plan national qu'international. Pour la France, le maintien des liens avec le Portugal permet de consolider sa position en Europe occidentale, tout en affirmant une politique étrangère indépendante, tout en évitant également l'isolement diplomatique.
Toutefois, la prudence gaullienne vis-à-vis du régime salazariste révèle les limites de la diplomatie française face à la question des droits de l'homme et de la décolonisation. Du côté portugais, l'appui relatif de la France contribue à retarder la remise en cause internationale du régime et de l'empire colonial, bien que la pression des Nations Unies et des mouvements anticolonialistes finissent par s'intensifier dans les années 60. L'évolution des relations franco-portugaises préfigure ainsi les transformations politiques majeures qui conduiront à la révolution des œillets en 1974 et à la démocratisation du Portugal. Sur le plan européen, l'interaction entre la France gaulienne et le Portugal salazariste illustre la complexité des alliances dans une Europe divisée par la guerre froide et les enjeux de la décolonisation. Elle met en lumière la capacité des États à adapter leur diplomatie en fonction des intérêts stratégiques, tout en composant avec des valeurs et des contraintes souvent contradictoires. Comme on l'a vu, les relations entre Charles de Gaulle et Salazar révèlent une diplomatie marquée par la recherche d'équilibre entre pragmatisme politique et affirmation des intérêts nationaux. Les interactions entre les deux régimes oscillent entre coopération et tension, témoignant de la complexité des enjeux européens dans la seconde moitié du XXe siècle. Si la France et le Portugal ont su préserver des liens stratégiques, leurs divergences sur la question coloniale et les modèles politiques ont limité la portée de leur alliance. L'ouverture sur les perspectives futures invite à une réflexion sur la capacité des États à concilier souveraineté nationale et exigences internationales dans la construction de l'Europe contemporaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.